Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par le pôle Aerospace Valley. Donc ce webinaire a pour objectif de vous présenter les financements qui sont disponibles pour vous aider à investir dans vos projets Industrie 4.0. Donc en particulier, on parlera beaucoup de l'appel à projet spécifique de l'ASP dans le cadre du plan de relance. Donc une petite introduction logistique avant de commencer. Donc la présentation durera à peu près une demi-heure. Pendant cette demi-heure, vous pouvez poser des questions sur l'onglet questions qui est affiché sur votre écran. Et mes collègues pourront les relayer et je pourrai ainsi y répondre. Alors, soit pendant la présentation, soit on fera quelques pauses en cours de présentation ou alors à la fin. Les diapos vous seront envoyés, un lien vous sera envoyé par la suite pour pouvoir télécharger les diapositives. Notamment, vous verrez, il y a pas mal de liens hypertextes pour vous renvoyer vers les appels à projets qui seront actifs et que vous pourrez utiliser quand vous aurez le PDF. Il y aura aussi un replay qui va vous être envoyé, une adresse pour pouvoir vous connecter en replay. Et dernier point concernant la logistique, si vous avez des problèmes de connexion ou de son, vous pouvez écrire un petit mot sur les questions. Ma collègue Jennifer Deo de la communication pourra vous répondre et vous orienter. J'en profite pour la remercier pour l'organisation de ce webinaire avec nous. Donc, on commence tout de suite par un tour de table. Donc, bonjour à tous, je suis Eric Ward, je suis directeur délégué à l'innovation du pôle Aerospace Valley. Bonjour, Philippe Walter, je suis directeur délégué aéronautique chez Aerospace Valley. Bonjour à toutes et à tous, Philippe Fioravanti, je suis détaché d'Assaut Aviation pour qui je m'occupais d'Industrie 4.0 et donc aujourd'hui j'occupe à peu près des fonctions similaires au sein du pôle à votre service. Ça marche, merci à vous deux. Je vous propose de commencer la présentation. Alors, je vais couper ma caméra pour faciliter les flux et on va pouvoir commencer en passant tout de suite la parole à Philippe Walter qui va pouvoir commencer l'introduction. Ok, donc je vais être très bref en fait, hein. C'est juste pour rappeler un peu le contexte et je ne vais pas le rabâcher parce que c'est assez mortifère et je pense que tout le monde est bien au courant. Donc on vit une crise sanitaire qui est prolongée. Alors même s'il y a de l'espoir là maintenant avec les annonces les plus récentes sur le vaccin, il va quand même se passer encore peut-être entre 6 mois et 1 an avant que la situation se normalise. Ça s'est traduit par un quasi-arrêt dans un premier temps du transport aérien, une reprise très progressive du trafic domestique essentiellement, alors avec quelques variations dans le monde, puisque la Chine c'est à peu près normal, la Russie un peu mieux, mais le reste du monde, on n'est quand même qu'à 30-40%. Le trafic international, il est quasiment à l'arrêt. Voilà. Et donc ça s'est traduit ensuite par un arrêt des commandes, enfin un arrêt des cadences en fait de prod chez les avionneurs et puis des cascades sur l'ensemble de la supply chain. Donc aujourd'hui, tout le monde souffre en termes de chiffres, quoi, très concrètement. Alors ça va repartir. Quand ça va repartir, on va se retrouver finalement avec des problématiques qu'on avait déjà un petit peu avant la crise, mais qui vont prendre une dimension complètement supérieure, là, qui vont être exacerbées en termes de compétitivité industrielle. Et donc pour ça, il est impératif pour tous ceux qui le peuvent en fait de profiter des mois qui sont devant nous en fait pour préparer cette reprise et se préparer à être compétitif à la reprise ou dans les mois en fait qui suivent la reprise. Donc pour ça, l'État a mis en place un certain nombre de mécanismes pour vous aider en fait à investir, à moderniser votre outil productif, notamment en ce qui concerne tous les appels à projets qui touchent à l'industrie 4.0. Alors, il y a un premier appel à projet là, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent pour y avoir probablement répondu, qui est l'AMI dans un premier temps transformé en AAP autour de l'été pour le plan de relance aéronautique pour les PME. Donc 3 fois 100 millions, 100 millions une première tranche de 100 millions cette année, 2 tranches de 100 millions à suivre. La session 2020 est terminée. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement l'État a été dépassé par la demande, puisque le montant total des demandes cumulées correspond à plutôt quelque chose comme 3 milliards que 300 millions. Donc, même si finalement il reste encore 2021-2022, je
pense que ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il va y avoir beaucoup de déçus, puisqu'en gros, il y a à peu près une demande sur 10, en volume en tout cas, qui peut être satisfaite. En parallèle de ça, il y a aussi un AAP et puis un AMI qui ont été lancés, qui concernent plutôt la résilience et la souveraineté. Donc le premier, l'AAP, il était assez général, plutôt tourné autour des matériaux, mais qui peut toucher quand même un certain nombre d'entre vous dans la filière aéro. Le deuxième AMI, lui, il était très ciblé filière électronique, quoi. Au-delà de ça, il y a de nouvelles opportunités donc, qui concernent les investissements 4.0 et notamment l'appel ASP que va vous présenter maintenant Eric. Merci. Ouais. J'enchaîne du coup avec cet appel à projet de l'ASP, donc c'est l'Agence de services et de paiement, dont je vous présente ici les grands principes. Donc c'est un appel à projet en fait qui a plutôt une logique guichet. Pour tout vous dire, c'est pas le type d'appel à projet qui aurait une logique concours où on prendrait seulement les quelques meilleurs après une sélection. Là, c'est plutôt une logique guichet qui veut que si vous déposez le projet qui rentre dans les clous et qui concerne bien, qui respecte bien le cahier des charges, à ce moment-là, il va pouvoir y avoir une subvention qui va pouvoir être décidée. Donc, par contre, c'est important de savoir aussi que c'est une logique guichet dans le sens premier arrivé, premier servi, d'où l'intérêt de pouvoir candidater au plus tôt pour cet appel à projet. Il est réservé aux PME et aux ETI et il concerne, on va le voir tout à l'heure, tous vos investissements dans le domaine de l'industrie du futur. On va le voir sur la diapo d'après qui cible exactement les dépenses éligibles. Alors, la première session a lieu en ce moment. Elle avait comme budget 40 millions d'euros au départ et il y a eu une rallonge pour aller jusqu'à 120 millions d'euros. Et il y aura une poursuite aussi en 2021 et en 2022. Donc, c'est un dispositif qui s'inscrit dans la durée. La date de limite de dépôt du dossier est le 31/12/2020 pour cette année. Mais on attire votre attention sur le fait que si vous souhaitez bénéficier du régime temporaire d'exception Covid qui permet, on va le voir tout à l'heure, d'avoir jusqu'à 800 000 euros d'aide. Si vous souhaitez en bénéficier, il faut déposer votre dossier auprès de l'ASP avant le 15 décembre 2020. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, pour être plus précis, cette date vient du fait que le régime d'exception Covid devait à l'origine s'arrêter en fin d'année 2020, donc d'où les 15 jours pour que l'ASP ait le temps de traiter vos demandes. En fait, il se trouve qu'il a été repoussé. La Commission européenne a repoussé le délai de ce régime temporaire jusqu'au mois de juin 2021. En revanche, on n'a toujours pas eu l'information de la part de l'ASP que leur délai du 15 décembre allait être repoussé. Donc, en attendant d'avoir cette information, c'est plus sûr de réussir à déposer dans les temps tels que c'est présenté dans le cahier des charges. Donc, pour aller un peu plus loin sur les dépenses éligibles, il s'agit de pouvoir faire financer une partie de ce qu'on appelle vos investissements dans un bien qui sont inscrits à votre actif immobilisé et qui, bien sûr, sont affectés à une activité industrielle sur le territoire français. C'est important. Donc, au-delà de ces investissements, vous pouvez aussi faire entrer une partie de frais de conseil pour tout ce qui est programmation, mise en service ou formation. En revanche, le volet transport, maintenance ou études préalables à cet investissement ne sont pas éligibles. Et alors, un point très important sur lequel on voulait attirer votre attention est qu'il ne faut surtout pas commander ni signer les devis avant d'avoir déposé le dossier de demande d'aide. Alors ça, c'est une règle importante qu'on appelle la règle d'incitativité de l'aide publique, qui finalement est vraie dans ce cas-là, mais dans n'importe quelle subvention que vous demanderez. Il faut surtout demander la subvention avant de décider de votre investissement. C'est tout simplement pour bien justifier que la subvention est déclencheur de votre investissement et que vous ne l'auriez pas fait sans subvention, auquel cas il aurait eu un effet d'aubaine. Donc l'astuce vraiment qui peut être dangereuse si jamais vous ne l'avez pas en tête, c'est de surtout ne pas commander, ne pas signer les devis avant d'avoir déposé la demande d'aide auprès de l'ASP. Vous n'êtes pas obligé d'attendre non plus d'avoir le retour de l'ASP, mais il faut surtout que vous ayez déposé le dossier avant. Donc, pour aller un peu dans le détail de la liste des investissements, je vous présente ici les différents points un peu globalement. Il faut savoir que sur le lien que je vous ai mis un peu plus loin du site de l'ASP, il y a un document Excel bien plus détaillé qui va pouvoir expliciter chacun des investissements qui sont éligibles. Donc, je vous invite à aller le voir un peu plus en détail si vous avez
des questions. Mais globalement, ça concerne tout ce qui peut être investissement dans le cadre de l'industrie du futur, que ce soit la robotique, cobotique, la fabrication additive, les logiciels de la conception, la fabrication ou la maintenance, les machines intégrées destinées au calcul intensif, tout ce qui peut être capteur physique, les machines de production qui sont à commande programmable, les équipements de réalité augmentée ou virtuelle, et les logiciels, y compris comprenant un volet intelligence artificielle pour le même domaine de conception, fabrication, maintenance et même jusqu'à l'optimisation de la production. Donc voici un peu le spectre de tout ce que vous pouvez financer via cet appel à projet. Et on peut du coup vous présenter plus précisément les taux d'aide auxquels vous aurez droit dans le cadre de cet appel à projet. Donc, pour que ce soit PME ou ETI, le taux d'aide est de 40% des dépenses éligibles, donc c'est-à-dire des dépenses que vous aurez listées. À la fois, je vous rappelle les investissements et puis certaines dépenses de conseil aussi qui peuvent être additionnées. Donc, 40% de ces, vous pourrez obtenir une subvention de 40% du montant de vos dépenses, mais il y a une limite, une double limite qui est celle de la règle des minimis à hauteur de 200 000 euros d'aide et du régime temporaire Covid de 800 000 euros. Donc, les deux sont cumulables puisque vous pouvez obtenir ainsi jusqu'à 1 million d'euros d'aide si vous arrivez à cumuler les deux. Dans la prochaine diapo, on reviendra un peu plus en détail sur ces mécanismes de minimis et régime temporaire Covid pour que vous ayez bien en tête les limites qui sont imposées à cause de ces dispositifs. Au-delà de l'activation des règles de minimis ou du régime temporaire Covid, vous pouvez encore bénéficier d'une subvention à condition que vous soyez TPE ou PME. Les ETI n'y ont pas droit. Et donc, au-delà de ce million d'euros d'aide, vous aurez donc pour une PME 10% d'aide et 20% d'aide pour une TPE. Alors, je vous propose sur cette diapo de faire un zoom sur ces deux régimes, puisqu'en fait, ils viennent, ces régimes, d'une contrainte de la Commission européenne qui limite les aides d'État aux entreprises dans l'objectif de ne pas fausser la concurrence ni de fausser les échanges entre les États membres. Donc, c'est pour ça lorsque l'État français alloue une subvention à une entreprise, il faut que ça s'inscrive dans un régime d'aide qui sera notifié à l'Europe. Il y a des exceptions à ces régimes d'aide qui sont justement le régime de minimis qui permet des aides aux entreprises hors régime, mais avec la limite on n'a pas le droit de donner une aide supérieure à 200 000 euros sur 3 ans glissants. Ça veut dire si une année vous touchez 100 000 euros d'aide de minimis, l'année suivante 100 000 euros d'aide de minimis, ben, vous ne pourrez rien toucher avant de façon glissante. L'année d'après, vous ne touchez rien. Donc la 4e année, vous pourrez de nouveau activer 100 000 euros d'aide de minimis. Le même principe peut fonctionner pour le volet Covid, puisque ça a été un régime temporaire d'exception qui a été voté spécifiquement pour répondre à la crise. Et donc là, le montant maximal de subvention qu'on peut donner à une entreprise hors régime d'aide est de 800 000 euros, ce qui est assez important, mais avec la limite qui est que les aides doivent être versées avant le 31/12/2020. Alors ça, c'était jusqu'à il y a quelques semaines. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'Europe a voté une rallonge de ce dispositif-là. Donc, il va être reporté jusqu'à juin 2021, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, dans le cadre de l'appel à projet Industrie 4.0 de l'ASP, j'attire votre attention pour vous dire que l'ASP n'a pas encore décalé sa date. Donc, la date est toujours au 15 décembre pour réussir à en profiter et qu'ils puissent vous faire les contrats de subvention avant le 31 décembre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux régimes peuvent être cumulés. Donc, une entreprise peut recevoir jusqu'à 1 million d'aides grâce au cumul de ces deux régimes, à condition, vraiment, de ne pas avoir reçu d'autres aides sur d'autres appels à projets concernant aussi ces régimes-là. Donc, c'est vraiment important quand vous déposez votre projet de bien faire l'analyse si votre entreprise a déjà activé en quelque sorte ces deux dispositifs et l'aide que vous pourrez recevoir sera défalquée bien sûr de ce que vous avez déjà touché sur ces dispositifs, quel que soit l'appel à projet que vous ayez activé à l'époque. Et une autre limite qui est vraiment importante, c'est que ce cumul s'entende par la notion de groupe, c'est-à-dire toutes filiales confondues. Et c'est vraiment important de bien considérer ça et de faire le total pour
pour l'entièreté de votre groupe. Si une autre filiale que vous a touché déjà 200 000 € de minimis et 800 000 € de Covid, du coup, vous ne pourriez plus activer ces deux dispositifs. Et à ce moment-là, vous n'auriez plus droit à l'aide, à moins d'être une PME ou une TPE pour avoir 10 ou 20% d'aide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on pourra revenir avec, si vous avez des questions par rapport à ces deux dispositifs qui sont bien spécifiques, mais j'espère que cette diapo vous aura clarifié les choses. Alors, pour le mode d'emploi, concernant l'appel à projet Industrie 4.0 de l'Agence des services et de paiement, vous trouverez tout sur le lien qui est actif ici sur cette diapo-là. Mais en résumé, l'idée, je le rappelle bien, mais c'est important, de ne pas déclencher l'opération avant de faire la demande d'aide, c'est-à-dire de ne pas se signer les devis. Ensuite, il faut envoyer un dossier complet par courrier postal à l'ASP. Donc, c'est une autre spécificité, il faut faire attention, les choses ne se font pas en ligne, elles se font par courrier postal. Et c'est important notamment pour la date du 15 décembre qui est à respecter. Ensuite, il va y avoir une validation de l'aide par l'ASP qui va examiner vos dépenses, vérifier qu'elles soient bien éligibles. Et vous allez pouvoir recevoir un contrat qui va vous expliciter que vous avez bien droit à cette aide de l'ASP. Une fois que vous avez reçu ça, vous pouvez investir dans votre bien et vous avez jusqu'à 24 mois pour pouvoir réaliser toutes les dépenses que vous aviez prévues. Une fois que vous avez réalisé toutes ces dépenses, sur la base des factures, vous constituez un dossier de demande de paiement que vous allez envoyer de nouveau par courrier postal à l'ASP. Et ensuite, l'ASP réalisera le versement de la subvention. Donc, on voudrait attirer votre attention aussi sur le fait que le versement de la subvention ne se fera qu'à la fin totalement du processus, uniquement quand vous aurez envoyé toutes les factures. C'est un point important à avoir en tête puisqu'il y aura un seul paiement par dossier. Ça veut dire que si vous avez plusieurs investissements qui vont s'étaler, par exemple, sur 24 mois, un qui sera fait tout de suite et un autre qui sera fait dans 1 an et demi, il faut avoir en tête que si vous joignez ça dans le même dossier, vous avez tout à fait le droit. Mais en revanche, vous n'aurez le paiement qu'à la fin du deuxième investissement. Donc, si vous avez des investissements qui sont trop éloignés dans le temps, je vous conseille à ce moment-là de faire 2 dossiers. Un premier dossier qui concerne l'investissement au plus court terme pour pouvoir être payé à la fin de lorsque vous aurez réglé ce premier investissement. Et ensuite, un deuxième dossier pour l'investissement qui sera un petit peu plus loin. Et vous pouvez le faire dès maintenant, les 2 dossiers. Ce n'est pas la peine d'attendre. Alors, si vous avez besoin de conseils dans tout ce processus-là, si vous avez besoin aussi de soutien ou de pouvoir parler de vos projets avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça, pour vous aider dans vos démarches. Donc, vous aurez à la fin de la présentation tous les contacts que vous pourrez joindre pour vous aider sur ces sujets-là. J'en profite peut-être pour faire une petite pause. Je ne sais pas s'il y a des questions, Philippe, auxquelles nous pourrions répondre dès maintenant, si on poursuit la présentation. Oui, il y a déjà une petite dizaine de questions, donc on peut peut-être passer à travers. La première, donc, c'est quel est le taux de réponse de l'ASP pour la demande de subvention? Alors ça, j'ai pas l'information exactement. Ça dépendra certainement aussi du nombre de dossiers qu'ils vont recevoir et de la force qu'ils ont mis sur le sujet pour pouvoir y répondre. J'ai l'impression que quand même, dans l'esprit, l'idée, c'est d'avoir une instruction qui soit assez rapide, puisqu'ils ne vont pas rentrer non plus dans le détail d'évaluer si votre projet est meilleur ou moins bon qu'un autre. Ils vont simplement regarder si vous rentrez dans les clous. Et si vous rentrez dans les clous, normalement, selon une logique guichet, ils vont pouvoir vous allouer l'aide. Donc, j'espère que le dispositif est fait pour être relativement rapide. Un autre indice qui montre leur bonne volonté pour être rapide, c'est qu'ils donnent jusqu'au 15 décembre pour déposer votre projet, alors que l'aide doit être allouée avant le 31 décembre. Donc, en l'espace de 15 jours, ils s'estiment capables de pouvoir vous répondre sur vos dossiers. Peut-être pour rebondir, Eric, pour expliquer la différence en fait par rapport à la relance. Le cadre là n'est pas le même. Là, on est dans un contexte où first in, first out, quoi. Donc, vous déposez votre dossier, s'il est éligible, vous avez l'aide. Le plan de relance, exactement. Sur ce que je disais tout à l'heure, donc en gros 10 fois plus de dossiers que d'argent disponible. Donc là, il y a effectivement une priorisation, un tri en fonction d'un certain nombre de critères qui appartiennent à la DGE, quoi. Donc le contexte n'est pas du tout le même. Oui, exactement. Oui. Tu fais bien de le rappeler. Et d'ailleurs, on peut même indiquer que vous avez peut-être déposé un dossier au plan de relance qui comprend certaines dépenses liées à l'industrie du futur.
que vous pourriez éventuellement faire financer plutôt par cet appel à projet de l'ASP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appel à projet ASP est moins rémunérateur, puisque le taux d'aide est de 40%, il était plus élevé pour le plan de relance. En revanche, comme vient de l'expliquer Philippe, il est beaucoup plus sûr. Donc, c'est aussi un choix que vous pouvez faire. Alors, il n'est pas du tout impossible de déposer un deuxième dossier. Simplement, ce qui est important, c'est que si vous décidez de déposer certaines dépenses pour l'appel à projet ASP, il faudrait pouvoir nous le signaler pour qu'on puisse reboucler avec la directe concernant votre dossier que vous aviez déjà déposé sur le plan de relance et qu'on puisse vérifier que les choses coordonnent bien et que ça pose pas de soucis. Donc ça, c'est important de pouvoir nous le dire si vous avez l'intention de changer d'appel à projet. Ok, alors question suivante, Eric, c'est par investissement, cela signifie-t-il immobilisation obligatoire ou est-ce que cela peut être un achat simple? Alors, j'ai pas forcément la réponse. Ce qui est inscrit quand même dans l'appel à projet, c'est il faut que ce soit inscrit à l'actif immobilisé. Mais alors, moi, j'aurais pas je note la question. Je peux bien y répondre plus tard en me renseignant auprès de l'ASP. Ok. Question suivante, les montants indiqués correspondent bien au montant des aides et non des achats? Oui, les 800 000 euros et les 200 000 euros, ce sont les plafonds imposés par le régime Covid ou par le de minimis, c'est l'aide que vous recevrez. Tout à fait. Ok. Donc, question de chronologie. Quand on dit qu'on n'est pas obligé d'attendre le retour de l'ASP pour lancer l'achat, ça signifie bien qu'on peut déposer sans rien avoir engagé et qu'ensuite on peut lancer les opérations. Oui, alors c'est pas qu'on peut, ce qui est vraiment indispensable, c'est de déposer sans rien avoir engagé. Ça, c'est la condition première pour avoir droit à la subvention. Sinon, si vous avez déjà commencé à signer un devis ou à faire une commande, vous ne serez pas éligible. Donc ça, c'est vraiment important. En revanche, entre le temps où vous avez posté votre demande et le temps où l'ASP vous alloue la subvention, vous avez le droit d'acheter votre matériel. Simplement, vous n'avez pas encore la garantie que vous aurez la subvention, mais c'est un risque que vous prenez et que vous prenez en connaissance de cause. Vous pouvez acheter le matériel, ça, il n'y a pas de souci. C'est le taux de départ, c'est vraiment quand vous envoyez la demande. Ok, autre question, Eric. Quand on dépose, on peut avoir des dossiers en cours pour lesquels on n'a pas encore le retour. Comment doit-on les déclarer au moment du dépôt? Oui, c'est vrai. Par rapport à l'aide Covid, alors, ou de minimis ou au Covid. Alors, ça, c'est une difficulté. C'est vrai que si on commence à avoir plusieurs projets en parallèle, ce qu'il faut déclarer, je pense que c'est ce que vous avez déjà reçu, ça c'est certain. Ensuite, c'est au moment où il y a l'allocation de la part de l'ASP, où il faudra bien vérifier où en sont votre dossier. Et si c'est l'aide ASP, à ce moment-là, ce seront les autres dossiers qu'il faudra annuler. Mais il faudra annuler certains d'eux si jamais vous dépassez les montants. Je veux bien prendre la question auprès de l'ASP pour voir quelle est la démarche qui préfère, parce que c'est pas du tout évident est-ce que vous devez signaler ou est-ce que vous attendez simplement le retour pour vous signaler. Ok, alors une autre question de synchronisation de calendrier, en fait, c'est la mention de l'aide versée avant le mois de juin 2021 pour le régime Covid. Veut-elle dire que les dépenses doivent être faites avant? Oui, tout à fait. Attendez, non, excusez-moi, non, c'est une erreur. Je reprécise parce qu'il y a la question de l'engagement et il y a la question de la dépense telle, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est au contraire. En fait, il y a pas de souci. Vous avez 24 mois pour faire votre dépense et vous recevrez l'argent dans les 24 mois suite à la facture. Ce qui est important à faire avant le 31 décembre ou avant le mois de juin pour l'extension, ce qui est important, c'est que l'aide vous soit allouée. Donc, il faut qu'il y ait une décision de la part de l'ASP ou de n'importe quel organisme qui gère un appel à projet. Il faut qu'il y ait la décision de vous allouer cette aide. C'est ça qui est important. C'est pas la facture. Ok. Alors, une question qui revient sur quelque chose que tu as expliqué, je pense déjà, c'est un dossier qui a été déposé dans le cadre de l'AP 2020, qui est dans la queue avec les autres. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à resoumettre ce même dossier dans l'ASP pour augmenter l'échange et ou accélérer le processus? Alors, accélérer le processus, la réponse c'est non, hein, c'est complètement différent. Mais par contre, augmenter vos chances, je pense que Eric, Oui, tu as la répondu. réponse. C'est clair. Oui, voilà, la réponse est. Oui.
Parce qu'à La partir du réponse est moment clairement oui. où vous êtes éligible, si vous êtes encore une fois dans les premiers, puisque c'est first in, first out de la limite de ce qu'il y a à distribuer, vous l'avez, quoi. Oui, exactement. Et donc les chances d'avoir donc l'aide par l'appel à projet SP sont effectivement plutôt bien plus grandes que pour le plan de relance. En revanche, il faut bien avoir en tête que le taux d'aide n'est pas le même, donc c'est aussi un choix que vous pouvez avoir, mais qui est quand même vraiment intéressant. Je pense que tout de même 40% dans le cadre d'un investissement, c'est aussi assez exceptionnel. Et d'ailleurs, cet appel à projet de l'ASP s'inscrit aussi dans le cadre du plan de relance avec des budgets qui sont tout à fait spécifiques. Alors, peut-être un point aussi d'éclairage qu'on peut donner sur cet appel à projet, c'est qu'en fait, il remplace une mesure fiscale qui existait où on pouvait déduire à l'époque 40% de ses investissements dans le cadre de l'usine du futur. On pouvait déduire ça de ses impôts. Donc, cette mesure fiscale a été transformée en appel à projet de l'ASP, donc ce qui explique le côté guichet de cet appel à projet, qui n'est pas un appel à projet pour sélectionner seulement quelques projets, mais plutôt pour pouvoir allouer l'aide à tous ceux qui ont droit. Nous avons également un adhérent là, qui nous pose une question assez intéressante, parce que c'est une réaction en chaîne. Je suis dans le cas d'un fournisseur de machines et mes clients attendent le retour de leur demande de subvention pour accepter le devis. Oui, à ce moment-là, je ne pense pas que ça pose vraiment problème parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de devis accepté avant de déposer votre dossier. Hein. Au contraire, hein, ce qu'on a dit depuis le début, hein, c'est qu'il ne faut surtout pas les signer et les devis. Donc, vous pouvez tout à fait déposer le dossier à l'ASP en prédictif, en quelque sorte, hein, avec ce que vous avez imaginé comme dépenses, mais sans les avoir non plus validées, et ce qui permettra d'enclencher la mécanique avec l'ASP. Alors, bien sûr, ensuite, pour être payé en vrai dans la limite des 24 mois, il faudra présenter les factures. Donc, il peut y avoir aussi un ajustement par rapport aux dépenses prévisionnelles que vous aviez. Si la facture est un peu différente, l'ASP va bien sûr s'ajuster. En revanche, ça s'ajustera toujours vers le bas. C'est-à-dire si la facture est un peu moins chère que ce qui était prévu, vous toucherez un peu moins de subvention, ce sera basé sur la véritable facture. Si elle est plus chère, je pense que ce sera plafonné plutôt à ce que vous aviez mis en prévisionnel. Alors, toujours concernant les devis, nous avons instruction du dossier sur la base de devis officiels fournisseurs ou est-ce qu'un ROM est-il suffisant? Un ROM, alors, c'est pas précisé dans le cadre de l'ASP. Il faut que je peux noter pour me renseigner aussi, pour pas vous induire en erreur. Je préfère vérifier. Ouais. Une autre question à laquelle tu as, je pense, déjà répondu, Eric, c'est y aura-t-il des avances ou pas d'avance du tout? Ah non, pas d'avance du tout. C'est juste le paiement final. Concernant les montants, heures passées en interne pour accompagner un nouvel investissement ou mener des projets de R&D immobilisés sont-elles éligibles? Bon, je pense que tu as en partie répondu également. Alors, j'ai pas bien compris le début de la question, excuse-moi. C'est les heures passées en interne pour accompagner un nouvel investissement ou mener des projets de R&D immobilisés sont-elles éligibles? Oui, alors là, la réponse est non. C'est pas du tout éligible. Ce qui sera éligible, c'est seulement le conseil. Donc, ça veut dire que c'est pas des heures en interne déjà, et plutôt basé sur la phase post-installation que la préparation. Donc, qui peut être juste programmation et formation. Philippe Walter, il y avait encore une autre question peut-être? Oui, sur le montant. Donc, est-ce qu'il y a un montant minimum de demande de sub? Non, il n'y a pas de montant minimum a priori qui est indiqué. J'ai une autre question. Puis-je changer de fournisseur de machines après le dépôt du dossier? En clair, on a déposé un dossier, j'imagine, avec un chiffrage, si tu veux, concernant un fournisseur lambda. Et voilà, donc après… Alors, la question est un peu ambiguë parce que si vous changez, c'est soit vous changez uniquement de fournisseur, mais pour exactement la même machine, ou il y a aussi une petite modification de la machine en tant que telle, enfin de l'achat. Or, l'ASP va se prononcer pour vous allouer l'aide
sur une dépense qui est bien précise et bien donnée. Donc, si jamais il y a un changement, moi, je dirais qu'en fait, c'est quand même assez difficile de le faire. Sans doute, ça pourrait se faire en demandant l'autorisation à l'ASP pour qu'elle vérifie que les dépenses, les nouvelles dépenses conviennent bien. Mais ça, il faut que l'ASP soit disposée à faire des allers-retours comme ça, ce qui n'est pas encore sûr. Je peux poser la question à l'ASP, mais a priori, c'est mieux d'éviter quand même, hein, si on peut. Et je poserai la question, voir s'il y a moyen. Est-ce qu'une PME ETI filiale d'un grand groupe est éligible à ce dispositif? Non, puisqu'en fait, ce n'est pas ouvert aux grands groupes. Or, si vous êtes filiale, vous êtes considéré comme un grand groupe. Hein. Dès que vous êtes finalement, dès qu'il y a plus de 50% qui appartient à un grand groupe, donc si vous êtes filiale, c'est 100%, à ce moment-là, vous êtes considéré comme grand groupe. Donc, à ce titre-là, vous ne serez pas éligible. Si vous êtes filiale d'une ETI, par contre, comme les ETI sont éligibles, vous serez considéré comme une ETI et vous serez éligible. On peut enchaîner peut-être si vous voulez. À toi, Eric. Ça marche. On continue. Donc, je redéfile la présentation. Alors, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était, on a présenté vraiment un peu en détail cet appel à projet Industrie 4.0 de l'ASP, puisqu'on trouvait que c'était vraiment une très bonne opportunité pour financer vos investissements Industrie 4.0. Mais en revanche, et on voulait aussi ouvrir les opportunités vers d'autres dispositifs qui existent et qui peuvent être, nous pensons, intéressants aussi pour ce type d'investissement. En particulier, il y a beaucoup de mesures environnementales en ce moment qui sont actives, notamment dans le cadre du plan de relance, avec ce qu'on appelle le plan de décarbonation de l'industrie, où il y a eu, pour 2020, il y a 200 millions d'euros qui sont alloués à ce plan, et ensuite ce sera 500 millions d'euros par an en 2021 et en 2022. Donc 1,2 milliard qui est focalisé sur cette idée de décarboner l'industrie française. Alors quand on dit décarboner, c'est à la fois réduire les consommations d'énergie et aussi faire en sorte que ces consommations d'énergie produisent moins de gaz à effet de serre. Donc, alors, pour les mesures qui existent sont multiples là aussi, mais on va vous faire un panorama assez rapide pour pas y passer trop de temps, qui vous donnera quelques idées et que vous pourrez ensuite creuser, puisque les liens seront actifs pour pouvoir aller plus en détail sur ces appels à projets. Alors, il y a l'appel à projet Industrie et efficacité énergétique qui est porté par l'ADEME. Alors, celui-ci est déjà clos, il vient de se clôturer ces jours-ci, mais il sera réédité en 2021 et aussi très probablement en 2022, hein, vu les financements qui sont déjà précisés sur ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en prendre connaissance dès maintenant pour pouvoir en bénéficier l'an prochain. Donc, dans cet appel à projet, l'idée, c'est de financer les investissements qui vont conduire à une économie d'énergie ou à une réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est focalisé, il faut bien l'avoir en tête, sur les très gros projets, puisque c'est au-dessus de 3 millions d'euros. Et il faut aussi, éventuellement, vous pouvez faire une grappe de projets sur un même site. Si vous avez 3 projets à 1 million d'euros, vous êtes éligible pour cet appel à projet. Alors, les aides sont entre 30 et 50% selon la taille de l'entreprise. Les grands groupes sont éligibles, là, en fait, hein, les PME, ETI et grands groupes sont éligibles. En revanche, il faut bien avoir en tête une spécificité. Pour toutes ces aides environnementales, en fait, le pourcentage d'aide est calculé non pas sur l'ensemble des dépenses, mais sur ce qu'on appelle un surcoût par rapport à une solution de référence. Par exemple, si vous avez un investissement qui coûte 5 millions d'euros et que l'investissement de référence, c'est-à-dire une solution qui serait pas aussi optimisée en termes d'énergie ni d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la solution de base, on va dire. Si cette solution de base coûte 2 millions d'euros, vos dépenses éligibles seront 5 millions moins la solution de référence fictive de 2 millions, c'est-à-dire que vous ne pourrez présenter que 3 millions d'euros de dépenses. Les 30% ou les 50% d'aide seront calculés sur ces 3 millions d'euros. Donc ça, c'est toujours important d'avoir cette mécanique en tête, qu'il s'agit toujours d'un surcoût par rapport à une référence. L'objectif étant de financer le bénéfice environnemental et pas simplement le renouvellement de la machine à périmètre constant. Alors, ça concerne soit une rénovation, soit le neuf. Alors, si c'est le neuf, ce qui est important, je viens de le dire, mais ce sera aussi à justifier,
il faut que votre investissement neuf soit plus performant que les solutions basiques qui existent actuellement et qui sont référencées dans l'appel à projet, donc de façon assez précise, donc que vous pourrez consulter. Donc, si vous investissez dans un équipement neuf, il devra être à la fois plus efficace en termes de consommation d'énergie et aussi moins émettre de gaz à effet de serre que les solutions de référence. Voilà, donc cet appel à projet va réouvrir dès le mois de janvier 2021, puisque là, il vient d'être clôturé pour la période de décembre, mais il va réouvrir très bientôt. Donc, je vous invite à aller le consulter si vous avez plutôt des gros investissements à faire sur des dispositifs qui sont consommateurs d'énergie et sur lesquels il y a un gain à effectuer qui soit important. Là aussi, il y a un guichet de l'ASP sur les mêmes sujets exactement, mais qui concerne plutôt les projets plus petits, inférieurs à 3 millions d'euros. Donc, ça peut être soit la récupération de chaleur, soit quelque chose qui aurait une meilleure énergie, un meilleur rendement, pardon, un dispositif qui aurait un meilleur rendement énergétique, ou un changement d'énergie, si vous passez par exemple des énergies fossiles qui sont très émettrices en gaz à effet de serre, à des énergies renouvelables moins émettrices, ou même à l'électricité qui est moins émettrice. Donc, ce guichet ASP, c'est pour les plus petits projets. Là, on a un taux d'aide qui est de 10 à 50% selon les différents sujets, c'est un peu plus détaillé, et selon la taille des entreprises. Donc là, les grands groupes sont éligibles aussi, hein, les PME, les ETI. Je vous renvoie vers ce dispositif qui est déjà ouvert et qui sera ouvert sur mode guichet en continu jusqu'à la fin 2022. Ça, c'était les deux premiers appels à projets concernant les mesures environnementales de décarbonation de l'industrie. Il y en a un troisième qui existait déjà depuis de longue date, mais qui se poursuit et qui a été renforcé en termes de budget, qui s'appelle le BCIAT. Alors, c'est pour un acronyme pour dire qu'en fait, c'est l'appel à projet de l'ADEME pour soutenir la biomasse dans le cadre de l'industrie et des équipements industriels. Donc là, ça concerne le projet, l'aide à l'investissement et aussi au fonctionnement de tout ce qui peut être chaleur renouvelable. Donc, c'est quand vous passez des combustibles fossiles à des combustibles renouvelables. Alors, typiquement, ici, ça peut être beaucoup le bois énergie, par exemple, qui permet d'obtenir aussi de la chaleur, mais en étant neutre du point de vue carbone. Ça concerne vraiment les très gros projets, donc il faut bien l'avoir en tête, hein, c'est pour les projets de plus de 12 000 MWh par an. En gros, sur une région comme Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, s'il y a 2, 3, 4 projets par an, c'est vraiment un peu le maximum de ce qu'on a constaté ces dernières années. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des projets vraiment bien spécifiques, mais qui sont vraiment très intéressants. Et je vous invite, si vous avez un gros projet d'investissement, à vous pencher sur la question. Alors, il est déjà clos pour cette année, mais il sera réédité l'an prochain, bien sûr. Et l'idée ici va un peu plus loin que simplement calculer le surcoût des dépenses, puisqu'on va jusqu'à calculer sur une période de 15 ans le coût global de votre investissement, y compris les coûts d'achat de l'énergie. L'idée étant de ramener le coût de l'énergie renouvelable en dessous de l'énergie fossile que vous auriez eu si vous n'aviez pas fait l'investissement. Donc, l'aide est calculée sur cette base-là, sur une analyse économique assez précise, qui vous permet, au final, d'obtenir cette chaleur à moindre prix pendant 15 ans. Et donc là, on a une aide à l'investissement et aussi au fonctionnement. Pour ces gros investissements, d'ailleurs, je vous conseille de prendre contact directement avec l'ADEME, que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, de prendre contact avec la direction régionale de l'ADEME qui pourra vous apporter un conseil en amont du dépôt de dossier qui sera assez précis sur ce sujet-là. Et enfin, il y a aussi, au-delà de ces appels à projets de l'ADEME qui sont en cours, un appel à manifestation d'intérêt sur les procédés de décarbonation. Alors là, en fait, il s'agit d'identifier tous les projets qui n'entrent pas déjà dans les cases des appels à projets qui sont en cours. C'est simplement pour identifier s'il y avait des trous dans la raquette, en quelque sorte, des dispositifs de l'ADEME, pour pouvoir les intégrer et ainsi créer un appel à projet pour 2021 et 2022 qui sera capable de répondre à ces besoins-là, à condition que ces besoins fassent bien mention d'un potentiel de décarbonation important. Alors, je ne l'ai pas dit, je vais passer un peu rapidement, j'ai parlé de l'ADEME. Juste pour vous dire, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc c'est une agence de l'État
qui est spécialisé dans le domaine environnemental pour apporter à la fois le conseil, mais aussi des subventions pour les projets environnementaux sur l'énergie, mais aussi sur d'autres sujets comme l'économie circulaire. Donc voici pour un premier point sur la décarbonation de l'industrie. Et justement, ça fait le lien avec la diapo d'après, puisque au-delà de la décarbonation, vos investissements dans l'outil industriel peuvent être aussi financés s'ils concernent l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire passer d'une économie linéaire où on va extraire la matière, produire, acheter, consommer, jeter, à une économie circulaire où on va pouvoir avoir des circularités qui se mettent en place et ainsi économiser la matière. Économiser la matière même au-delà de simplement le recyclage, mais avec du réemploi et avec aussi un appareil productif qui est optimisé et qui évite les gaspillages à tous les étages. Donc ça, c'est une notion qui est importante vu les pressions qu'on peut avoir désormais à la fois sur les ressources et sur l'impact environnemental. Donc l'ADEME a mis en place depuis quelques années des dispositifs de soutien à l'économie circulaire dans le secteur industriel. Ces dispositifs-là vont être renforcés cette année dans le cadre du plan de relance avec des budgets supplémentaires qui sont vraiment très conséquents. En revanche, il va pas y avoir d'appel à projet très précis à ce sujet-là, puisque c'est un peu du cas par cas et ça va dépendre finalement beaucoup de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, dans ce cas-là, je vous donne un peu l'état d'esprit général, où il suffit c'est important que votre projet ait un objectif de réduction d'utilisation de la matière première, d'éviter tout ce qui peut être gaspillage au cours du cycle de production, de favoriser le recyclage, donc l'utilisation de matières premières recyclées, mais au-delà de ça, même si c'est possible, de favoriser tout ce qui peut être réemploi aussi. C'est-à-dire lorsqu'on a un objet ou quelque chose qui arrive en fin de vie ou qui n'est pas utilisé, au lieu de le faire passer par le statut de déchet et de le recycler en matière, on évite de passer par le statut de déchet, on le réemploie tel quel, en tant qu'objet, en tant que dispositif constitué, pour le réemployer dans de nouvelles fonctions. Ça peut concerner aussi des choses plus en amont comme l'éco-conception. Alors, si vous avez des projets dans ce domaine-là, le plus pratique sera soit déjà de nous contacter à nous, puisqu'on pourra vous apporter aussi un conseil un peu plus précis, soit aussi de contacter directement les directions régionales, que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie. L'ADEME a des directions régionales qui peuvent répondre à vos questions et qui pourront vous orienter, sachant que les subventions sont des subventions qui sont votées qui sont allouées plutôt au niveau régional, et donc ils auront la main pour pouvoir vous guider directement. Alors, dernier point, sur le côté économie circulaire et maîtrise des flux, il y a des dispositifs de la BPI qui existent désormais aussi et qui vous permettent de maîtriser vos flux, que ce soit l'énergie, la matière ou même les déchets. Il y a deux dispositifs. Donc, le premier s'appelle le Diag Ecoflux. Donc, vous avez un lien qui va vous y mener. En fait, c'est un diagnostic où vous allez avoir un conseiller qui va venir dans votre entreprise pour faire un état des lieux de toutes vos consommations de flux et vous faire des préconisations d'économie, sachant que dans les préconisations, on peut considérer qu'il peut y avoir jusqu'à 20 à 30% d'économies qui sont réalisées simplement par des mesures, on va dire, non capitalistiques, qui sont simplement des mesures d'organisation, de bon sens et de mise en œuvre. Ensuite, il va y avoir des investissements à faire pour faire encore plus d'économies, et ça peut aller jusqu'à de l'innovation pour gratter les derniers pourcentages d'économies qui sont possibles. Mais il y a vraiment dans ce dispositif une ouverture qui est vraiment intéressante sur des petites économies très facilement accessibles, sachant que bien sûr que tout l'argent que vous économisez sur l'énergie, la matière et les déchets, ça rend bien sûr votre outil productif d'autant plus compétitif. Et donc ça reboucle avec ce qu'a dit mon collègue Philippe Walter en début de session sur la nécessité d'optimiser dès maintenant son outil productif pour préparer la reprise. Alors, il y a aussi, donc vous avez un lien sur Diag Ecoflux qui vous expliquera comment comment y avoir accès. Juste pour info, il faut savoir que ces diagnostics sont payants, mais en gros, vous payez seulement 25% du coût total du diagnostic, ce qui équivaut à une subvention de 75%. Donc, c'est vraiment très attractif. Et en général, les gains qui sont assez immédiats avec les premiers conseils remboursent assez facilement ces premières dépenses. Le deuxième dispositif, une fois que vous avez fait votre diagnostic et que vous avez des investissements à faire, la BPI peut vous proposer des prêts verts sans garantie
Et pour avoir les détails, il faut contacter cette fois-ci les bureaux régionaux de la BPI. Alors, on a vu cette fois-ci les mesures environnementales. Donc, j'ai une dernière diapo et on pourra faire encore une session de questions après, qui concerne les financements de l'innovation, puisqu'on a vu, donc il y a l'appel à projet ASP sur l'investissement, Industrie 4.0. Il y a les mesures environnementales aussi sur l'investissement, mais on peut aussi financer l'innovation dans le cadre de l'Industrie 4.0 et de la décarbonation. Donc, il y a l'appel à projet de l'ADEME via les investissements d'avenir qui s'appelle Éco-efficience dans l'industrie. Donc, cet appel à projet, et vous avez le lien qui s'inscrit ici, il est déjà clôturé, mais il sera réédité en 2021. C'est une saisonnalité qui est assez classique pour l'ADEME. Et il y a aussi un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par nous, par Aerospace Valley, auprès de vous, auprès de nos membres, pour identifier vos projets d'innovation dans le domaine de l'industrie 4.0 et ainsi pouvoir vous orienter soit vers un guichet européen qui s'appelle EIT Manufacturing, auquel nous avons un accès privilégié, soit envers l'autre guichet plus classique européen qui s'appelle Horizon Europe. Donc cet AMI s'adresse à la fois aux offreurs de solutions et aux manufacturiers. Et vous pouvez y candidater avec le lien qui est ci-dessous. Et je pense qu'il y a encore une dizaine de jours pour pouvoir le faire. Donc, c'est un dossier relativement simple pour simplement uniquement vous déclarer. Et c'est une déclaration d'intention sur vos projets innovation qui nous permettent d'entrer en contact avec vous et de pouvoir vous orienter. Alors, je crois que j'ai cliqué sur le lien sans faire exprès, donc ce qui a bloqué la diapositive. Mais on peut prendre une session de questions si vous voulez, parce que j'ai fini la présentation. Ah, voilà, c'est pas. Donc normalement, il y a les contacts qui. Pardon. Excusez-moi, il y a eu un souci d'affichage. Mais on peut prendre des questions le temps que je retrouve l'affichage. Ok, Eric, alors il y a trois questions nouvelles, une d'éligibilité et deux de cumul. La Oui. première, l'éligibilité, c'est est-ce qu'un projet de centrale photovoltaïque serait éligible à l'AAP Industrie 2.2? L'appel à projet du coup de l'ASP, le premier appel à projet. Non, je pense pas en fait. Je pense pas que ça rentre dans la liste des dépenses éligibles et c'est pas. Ça va être un investissement qui va être lié à la production d'énergie et pas tellement à votre outil productif en tant que tel. Donc, en ce sens-là, il n'est pas éligible à l'appel à projet Industrie du futur de l'ASP. Il ne sera pas éligible non plus aux appels à projets environnementaux dont j'ai parlé, puisqu'il est plutôt lié à la production d'énergie et pas à l'utilisation. Ces appels à projets de l'ADEME étaient plutôt sur l'utilisation. Alors, juste pour un point d'info ponctuel, c'est que tout ce qui est photovoltaïque, donc tout ce qui est production d'électricité renouvelable, peut être financé en revanche par des tarifs d'achat préférentiels. Et donc là, il faut se renseigner plutôt sur ce type de dispositif. Par contre, si on rebondit, Eric, sur cette question-là, en se disant, si par exemple un industriel recherche son autonomie énergétique, si tu veux, donc, et là, dans ces cas-là, le fait d'installer de la cellule photovoltaïque lui permettrait de répondre en tout ou partie à ce besoin. Est-ce que là, ça peut rentrer ou pas? Non plus, pas directement, puisque pour la bonne raison que tout ce qui est photovoltaïque, investissement photovoltaïque va être financé plutôt par des tarifs de rachat de l'électricité préférentielle et pas par des subventions. Donc, parce que ça commence à être une technologie qui est classique et qui a donc basculé de la subvention vers un régime plus pérenne de rachat de l'électricité. D'ailleurs, à des taux qui baissent chaque année, puisque le coût des photovoltaïques baisse aussi. Ce que tu mentionnes aussi, c'est le volet autonomie. Donc là, il peut y avoir éventuellement quelques soutiens sur le volet études qui permettrait d'avoir ça, mais c'est assez ponctuel et assez précis. Si vous avez vraiment des projets comme ça, vous pouvez contacter l'ADEME qui vous orientera, mais il faut savoir que c'est quand même pas classique à financer. Ce serait vraiment si c'est un projet qui a un côté innovant en fait. Ok, Eric, une autre question d'éligibilité, puis après je vais revenir au point cumul. Donc, Oui. la question, c'est ces appels à projets peuvent-ils permettre de financer, par exemple, la mise en œuvre de réseaux de com 5G privés, réseaux support de l'industrie du futur? Alors là, il faut revenir aux dépenses éligibles de l'appel à projet de l'ASP.
je vais vous reprojeter. Et non, moi, je ne vais pas voir forcément la réponse là. Je ne sais pas si Philippe Fioravanti, tu as une idée par rapport à cette question de technique. Alors désolé parce que je savais. Est-ce que tu peux, est-ce que c'est la question concernant le réseau de communication 5G? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est éligible dans les dépenses de l'appel à projet ASP? Bon, alors je ne sais pas si la 5G est en tant que telle. Bon, moi, les informations qui m'avaient été données, en fait, c'est que aujourd'hui, très schématiquement, hein, est éligible toute étude qui aurait été faite préalablement avec à la clé une feuille de route et, comment dirais-je, des choix techniques assez formels. Voilà, ça c'était la généralité que me donnait BPI. Alors après, est-ce que dans le cadre de la 5G, est-ce qu'on peut assimiler une solution déjà sur étagère et qui s'intègre, disons, dans une chaîne de valeur? Si la question c'est ça, c'est potentiellement jouable. Mais là, je suis pas certain. Il faudrait peut-être on peut prendre la question et à la limite la décortiquer un petit peu et puis essayer d'amener une réponse un peu plus formelle, quoi. Oui. Alors pour avoir un peu plus de détails, je conseille peut-être à la personne qui a posé cette question-là de contacter directement Philippe Fioravanti. Vous pourrez ainsi discuter, avoir un peu le détail. Et sur cette base-là, on pourra aussi questionner l'ASP en ayant un peu plus de détails techniques, voir si c'est éligible ou pas. Ça marche. Merci Philippe. Eric, deux questions qui concernent le cumul. C'est peut-on cumuler les aides ASP pour de l'investissement matériel pour faire de l'IA avec les aides ADEME pour la rénovation et la transition énergétique? Alors, pour vous répondre, en fait, il n'y a pas de règle pour ne pas cumuler. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas dépasser le maximum d'aide publique. Donc ça, c'est un point important. Or, je pense que dans les deux cas, à mon avis, ils sont proches du maximum d'aide publique selon les calculs qu'on peut faire pour rentrer dans ce cadre-là. Donc, ce que je conseillerais, moi, c'est que plutôt que de cumuler sur une même dépense les deux aides, il me semble qu'il y a un appel à projet qui va concerner une partie des dépenses et l'autre appel à projet qui va concerner une autre partie des dépenses. Donc, ce serait plutôt de scinder votre projet en deux. Donc, il peut avoir sa cohérence globale, mais dans l'assiette éligible, vous ne mettez qu'une partie des dépenses qui concerne d'un côté le volet réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc là, c'est l'ADEME qui y répond, et de l'autre côté, l'industrie 4.0, et là, c'est l'ASP qui y répond. Donc, je conseillerais plutôt de séparer pour ne pas cumuler et ne pas tomber dans une difficulté où chacun des financeurs qui ne communiquent pas forcément en instantané entre eux conduisent à une non-éligibilité ce qui serait un peu embêtant. Et alors, autre question un peu similaire, c'est les subventions prévues dans le cadre de l'économie circulaire sont-elles cumulables avec d'autres types de subventions, par exemple des contrats d'innovation? Là, la réponse, alors elle sera un peu plus ouverte, elle sera un peu plus à la carte. Du coup, c'est là où il faudra que vous demandiez avec la direction régionale de l'ADEME. Il peut y avoir un cumul entre les aides du conseil régional, par exemple, sur ce sujet-là, et les aides de l'ADEME. Le conseil régional et l'ADEME ont l'habitude de travailler ensemble pour réussir à cumuler leurs aides dans la limite de l'encadrement européen, de ce qui est permis du maximum d'aides publiques. Donc là, il peut y avoir effectivement un cumul, mais ça doit être fait de façon très précise et transparente avec l'ADEME dans l'échange lors du montage de projet. Alors, on a une question. Ouais, juste pour préciser, excuse-moi, sur tout ce qui est économie circulaire, je n'ai pas précisé le taux d'aide en tant que tel, parce qu'en fait, il dépendra beaucoup de votre projet. Donc, la typologie est tellement variée qu'il n'y a pas un taux d'aide, il n'y a pas une grille facilement affichable. Donc, ça, il faudra voir aussi dans le détail avec l'ADEME. Alors, on a une question très d'actualité en ce moment dans les entreprises. Les bornes pour recharge des véhicules électriques rentrent-elles dans les possibles subventions? Non, je ne pense pas. Pour la bonne raison qu'en fait, elles sont souvent obligatoires sur les sites. Il y a un certain nombre de bornes qui sont obligatoires. Or, tout ce qui est subvention, et en particulier celles que j'ai présentées ici, sont pour aller au-delà de toute obligation. Donc ça, c'est un point important aussi à avoir en tête lorsque vous faites une demande de subvention pour un volet environnemental, on va dire. Il faut que ça aille bien au-delà de ce qui est obligatoire.
je pense qu'à ce moment-là, c'est pas éligible. D'ailleurs, ces bornes-là n'impliquent pas vraiment une réduction des émissions de carbone de votre outil productif. C'est à une échelle bien différente parce que ça concerne des déplacements. C'est aussi intéressant, hein, je ne dis pas, mais c'est juste ça ne rentre pas, à mon avis, non plus dans le cadre. Alors là, je reprends ma casquette d'industriel, disons, pour peut-être abonder dans le sens de cette question. C'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit que bien souvent, ben, c'est relativement onéreux à mettre en place. Et dans le cadre d'une approche globale, enfin, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui dicte 100% du choix, mais à partir du moment où on peut sacrément réduire ses coûts d'infra, c'est vrai que ça facilite, et c'est peut-être dans ce sens-là que la question a été posée. Mmh. Oui, bah, c'est sûr que ça a un intérêt, mais là, il se trouve que c'est pas, je vois pas la solution pour le financer publiquement de cette façon-là. Peut-être pour une ou deux dernières questions avant la fin, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup. Une question qui concerne l'AMI Aerospace Valley. Donc, Oui. est-ce qu'on est obligé de se présenter en consortium ou est-ce qu'on peut se présenter seul? Vous pouvez vous présenter seul aussi, hein. Il n'y a pas de souci. C'est justement un AMI pour repérer les bonnes initiatives. Donc, si vous avez un projet, vous pouvez aussi le déposer seul et on verra ensuite, suivant le guichet auquel vous êtes orienté, si on peut vous présenter en quelque sorte des partenaires pour monter quelque chose de plus conséquent ou pas. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ok, alors je vais revenir sur une question du début qui concernait en fait la relance et qu'on avait skippé un peu dans la première session de questions-réponses, qui était Oui. est-ce qu'on a des exemples de dossiers qui auraient été retenus sur un investissement en achat, enfin en logiciel, quoi, en gros, pour aider la chaîne industrielle. Alors, je vais laisser Philippe corriger ce que je vais dire ou compléter. À ma connaissance, l'immense majorité, et pour ne pas dire la totalité des dossiers qui ont été acceptés à ce jour, concernent d'abord des investissements matériels pour des lignes manufacturières, quoi, en fait. Il peut y avoir un volet aussi dans le dossier, mais ils ont quasiment tous, si ce n'est pas tous, d'abord une composante qui est j'investis dans de la machine, en gros, pour moderniser mon outil de production, quoi. Donc, dans les dossiers que l'on a vu passer, oui, c'était essentiellement ça, quoi. Mais aujourd'hui, il est clair que dans le cadre de ce qui est proposé, là aujourd'hui, le logiciel est également intéressant, quoi, parce que c'est même la base. Demain, l'industrie du futur, ça sera avant tout également la logistique du futur. Donc, ça sera les flux, ça sera de la méthode. Et donc du logiciel. Donc là, si effectivement les uns et les autres, certains, vous êtes passés déjà dans les fourches codines, disons, soit de programmes comme Industrie du futur ou autres, avec des points bien identifiés et avec à la clé un investissement à faire sur du logiciel, il faut y aller gaiement, quoi. Oui, Philippe, je reprends ma réponse quand même parce que ce n'était pas exactement le sens de ma réponse. Aujourd'hui, il me semble, moi, que la majorité des dossiers qui sont passés, c'est sur de l'investissement hard, si je puis dire. Oui, tout à fait. Oui. Pour le plan de relance aéro, en fait, hein, c'est bien ça. Pour le plan de relance aéro. Moi, je faisais simplement. C'est la question. Hein. Oui, d'accord. Par contre, comme je vois qu'il y a une question également qui est dans le chat sur le logiciel par rapport au webinaire d'aujourd'hui, je dis qu'il faut aujourd'hui, le logiciel est éligible, quoi. Oui, tout à fait. Pour l'ASP, pour l'appel à projet ASP, tu as bien raison. Et je pense qu'on peut peut-être conseiller également à nos adhérents qui soit qui sont un petit peu pris par le temps ou autre, mais qui ont déjà eu une démarche soit accompagnée, soit une démarche en interne avec des idées bien arrêtées sur des besoins avec des résultats potentiels à la clé. J'ai envie de dire que même voilà, il faut présenter, quoi. Il faut présenter même des petits dossiers si vous êtes exemple, une borne numérique est éligible également.
avoir un système de code, de lecteur pour vos centres de supply chain ou autres est éligible. Ça marche. Merci du conseil, Philippe. Et d'ailleurs, en illustration, le dossier de demande de subvention pour cet appel à projet ESP est relativement simple et assez descriptif de vos dépenses. Hein, donc, il est aussi assez accessible quand même. Bon, si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter, mais normalement, il est relativement accessible pour le remplir. On arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y a encore une petite dernière question, sinon il est 11h pile, on va devoir rendre l'antenne. Je pense qu'on pourra refaire le tour et revérifier, mais il me semble qu'on a répondu à peu près à tout. Ok, très bien. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Et vous voyez sur cette diapo l'ensemble des contacts du pôle Aerospace Valley concernant toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'industrie du futur, que ce soit les appels à projets nationaux, régionaux avec Patricia Cadaval et Stéphanie Almarcha. L'AMI dont j'ai parlé tout à l'heure sur les financements européens avec Anna Sari. Bien sûr, Philippe sur l'aéronautique et aussi sur l'industrie du futur, Philippe Ferranti ou Serge Angevin. Voilà. Ben, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.